Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Une nouvelle plateforme dédiée aux procédures désormais disponible au tribunal de commerce de Cotonou. C'est un outil mis à la disposition des usagers du tribunal et des acteurs du système judiciaire. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. L'ONG Autre Vie forme des groupements de femmes, des aguégués. C'est une activité qui intervient dans le cadre de la célébration de la Journée des droits des femmes. L'actualité internationale nous amène ce soir en Ouganda, puis au Soudan où le personnel soignant reçoit le vaccin anti-Covid-19. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Agissement d'anciens chefs d'État suite au dernier développement de l'actualité, des comportements que déplorent des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou. Ils sont au micro de Lénaï Kagwezaou. Les anciens présidents qui se comportent de la sorte, moi je trouve que ce n'est pas du tout sage de leur part. Ce que nous entendons sur les réseaux sociaux ne nous agrée pas. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des gens qui ont exercé à un certain niveau de responsabilité dans ce pays. Et quand ceux-là en viennent à poser certains actes, ce n'est pas bien. Ce n'est pas des exemples pour la jeunesse. La jeunesse a besoin de repères. La jeunesse a besoin de références. Certains de nos aînés qui, dans l'ombre, suscitent à la violence, je crois que c'est dommage. Parce que nous devons avoir un seul objectif, c'est-à-dire prôner la paix et le développement pour notre pays. Nous n'avons rien à gagner dans la violence, dans des tapages inutiles. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous voyez que quelque chose ne va pas, la meilleure voie, la voie la plus autorisée, c'est la justice. C'est la justice. Vous allez vous confier à la justice pour voir si ce que vous dites est bien, si c'est légitime, c'est légal, la justice va trancher. Mais demandez maintenant, descendre dans les rues, inciter la population, la violence ne construit pas, la violence détruit au contraire. Et je voudrais dire sincèrement à nos aînés, aux anciens présidents, de cesser très rapidement parce qu'ils ont tout eu du pays déjà. Ils n'ont qu'à laisser la jeunesse évoluer aussi. On ne devient pas chef d'État qui veut. On est chef d'État parce que, quelque part, Dieu a donné son onction. Et quand vous avez eu cette chance-là, normalement, votre pays doit en profiter. On ne doit pas être en train d'assister à des soulèvements. On ne doit pas être en train d'assister à des actes de manipulation de la jeunesse. Je ne vois pas pourquoi on peut demander à son prochain d'aller faire de la violence. Ça ne s'entend pas. Et je voudrais même demander à toute la jeunesse de fermer les oreilles, de ne pas entendre ça. De fermer hémétiquement les oreilles. Parce que ce n'est même pas bon à entendre. Et c'est des parents qui le font. Moi, ça me cœur. Ça me fait mal. Et ça me fait pleurer. C'est ceux-là qui devraient être les porteurs de meilleurs messages. Les porteurs de messages de paix. Les porteurs, donc, de la vie en communion. La mission première qui incombe à ces anciens présidents, c'est rester dans leur coin, chacun dans son coin, et de demander maintenant, parce qu'ils sont tous des patrons de partis politiques, inviter et convoquer la réunion et discuter avec les différentes formations politiques, la conduite à tenir. Nous n'allons pas accéder à la violence, nous n'allons pas encourager les gens à violenter le pays. Nous n'avons pas encouragé les gens à aller vers les actes de vandalisme et détruire tout ce qui se trouve sur leur passage.
Nous devons inviter nos parents, les pauvres parents dont nous sommes les progénitures comparativement à ces aînés qui ont tout et qui ont tout fait pour leurs enfants. Nous devons quand même nous unir rapidement et travailler à ce que le plan qui s'active actuellement pour déstabiliser notre pays, nous devons mettre ça de côté rapidement. Ils ont été au pouvoir. On ne doit pas être en train d'assister à une scène où on a tendance à croire que l'objectif est de tout faire pour abattre celui qui est là. Nous sommes un peuple pauvre, un pays pauvre. Dès que ça va commencer, nous irons où? Mais ils seront les tout premiers à prendre les premières occasions pour quitter le pays. Et la masse va faire les frais. C'est le peuple qui va faire les frais en cas de qu'est-ce qu'il y a. Avec ces agitations, nous n'allons pas condamner en son temps le gouvernement. S'il va jusqu'à prendre des mesures dissuasives, je crois qu'il serait dans son rôle parce qu'il faut sauvegarder l'intérêt commun et la paix dans notre pays. Parce que je crois qu'avec les agitations, ce n'est rien que de l'intérêt personnel que nos aînés défendent en réalité. Sinon, c'est la paix que nous devons prôner et l'unité nationale, surtout le dialogue. Sachez, mesdames et messieurs, que Victor Dassi Adossou est le prochain président de la Cour suprême. Il a été nommé par le président Patrice Talon ce mercredi. Voici son portrait que nous propose Axel Dancy. Né le 31 décembre 1959, Victor Dassi Adossou, un magistrat hors hiérarchie depuis le 21 décembre 1999. Nanti d'un diplôme de niveau 1 de l'Institut national des sciences juridiques et administratives, option magistrature et carrière judiciaire, puis d'un autre de sortie de l'ENA, niveau 2, option magistrature. De son parcours professionnel, Victor Dassi Adossou a occupé plusieurs postes de responsabilité. Affecté à la direction des affaires financières et administratives du ministère de la Justice, en mars 1983, il est chargé de la gestion administrative des agents de la catégorie A. En février 1988, il est nommé au tribunal de première instance d'Abomey en qualité de juge d'instruction, deuxième cabinet, puis au tribunal populaire de district de Nati-Tengou en qualité de juge d'instruction. En juillet 1991, le président de la Cour suprême, qui prend bientôt fonction, est nommé procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey. En 1996, il est mis à la disposition du président de la Cour suprême pour servir au cabinet. Quelques années plus tard, en 2002, il devient conseiller à la Cour suprême. Il est affecté comme conseiller à la Chambre administrative de la Cour. Nommé secrétaire général de la Cour suprême en 2006, quelques années plus tard, le président de la Cour suprême lui confie la présidente de la section 3, contentieux des collectivités locales, et 2 ans plus tard, il est nommé président de la Chambre administrative par intérim, puis confirmé la même année, en 2017. À ces fonctions, il est procureur général près la Haute Cour de justice depuis le 31 août 2017. Victor Dassi Adossou est membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature, chevalier de l'ordre du mérite, officier de l'ordre du mérite et commandeur de l'ordre du mérite. Victor Dassi Adossou est consacré agent modèle de la Cour suprême au titre de l'année 2002 par le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Le prochain président de la Cour suprême est également bénéficiaire de la palme cardinale Bernardin Ganty des artisans de la paix depuis le 8 mai 2016. La fondation Zulkifl Salami a réuni à son siège à Cotonou des imams pour parler de paix et de développement. Le président de la fondation a à l'occasion présenté les fondements coraniques de la paix à ses invités. Ghislain Poga et Calvado Arano pour les détails. La paix proclamée urbi et orbi à la ville et au monde. Sensibilisation à la paix en cette période où le Bénin se prépare pour une campagne et une élection présidentielle. Ces imams réunis ici au siège de la fondation Zulkifl Salami pour la solidarité écoutent le président de la fondation parler de l'islam et de la paix. Salam alaikum, c'est quoi? La paix sur vous. Les messages de l'islam sont complètement jalonnés du mot salam. Allahumma anta salam. Dieu, tu es la paix. La paix, c'est ton nom. Wa minka salam. Et de toi vient la paix. Wa ilayka salam. Et la paix reviendra toujours vers toi. Alors, ça, c'est un message très fort.
mais nous le prononçons de façon mécanique. Est-ce que nous le vivons dans notre quotidien? Est-ce que nous l'intériorisons pour que ce message soit pour nous un viatique de paix dans la société? L'appellation islam ayant pour racine étymologique salam, qui signifie paix, la religion musulmane est donc fondamentalement pacifique. Le fidèle musulman est appelé à faire de la paix un comportement pour favoriser le développement de la cité dans laquelle il vit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, a été accueilli à bras ouverts par les Médinois qui ne sont pas musulmans, avec beaucoup de cœur. Et le prophète, les premiers mots qu'il a prononcés, je vous prescris la paix de Dieu. C'est les premiers mots sortis de sa bouche quand il est arrivé à Médine. Donc l'islam prescrit la tolérance au sein de la communauté. Et vous, imam, si j'ai tenu à vous rencontrer personnellement à travers même la fondation, c'est que vous êtes réellement des véhicules privilégiés pour disséminer ce message dans vos communautés et au-delà de vos communautés. L'islam bien compris, l'islam bien appliqué ne peut qu'apporter une paix durable au sein de la communauté. La communauté au sens le plus large du terme. Pas seulement pour les croyants musulmans, mais pour les frères non musulmans également. Les frères non musulmans, parce que les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, ont toutes pour patriarche Abraham. Les imams présents à la séance sont invités à faire la promotion de la paix à travers les prêches, les enseignements et les comportements. Nous avons besoin de la paix, une paix durable, une paix sincère pour que le pays avance. Le pays avancera, c'est quoi? C'est que vous aurez des écoles pour vos enfants, des centres de santé pour vous soigner, vous aurez la microfinance pour vos femmes et même les jeunes, vous aurez des cantines scolaires gratuites, vous aurez des routes pour évacuer vos produits sur les marchés, pour faire marcher le tourisme. C'est les prérequis du développement, la paix. La fondation Zulkifl Salami pour la solidarité par le passé a distribué aux communautés musulmanes des taureaux venus d'Arabie Saoudite à l'occasion du Ramadan et des cadeaux de Noël à tous les enfants. L'ONG Wake Up for Your Rights International mène une campagne pour contribuer à garantir la paix en cette période électorale. À quelques semaines de la présidentielle, le directeur Afrique de cette organisation non gouvernementale sensibilise. Il est au micro de Robert Copin-Edo et de Daniel Ada. Wake Up for Your Rights International, comme tout acteur de la société civile, comme son nom l'indique, s'occupe des droits des citoyens, mais également des droits des institutions. Et pour nous, le droit le plus important, qui à notre sens couvre tout, c'est le droit à la paix pour tous. Et c'est pour cela qu'en cette période où nous préparons l'élection présidentielle, il nous a paru important d'émettre, pour les valeurs que nous défendons, d'émettre des messages à l'endroit des populations et des acteurs de la vie publique pour la promotion de la paix. Nous voulions insister sur cette sensibilisation que nous voulons porter jusqu'aux confins du Bénin, c'est-à-dire jusqu'au dernier hameau, pour que chacun apprécie la nécessité de la préservation de la paix pour notre pays, le Bénin. Les autres initiatives concernent essentiellement l'éducation permanente sur la couche, les différentes couches de la population, aux valeurs citoyennes et la préservation de la paix. Mais au-delà de la préservation de la paix, il y a aussi les autres valeurs citoyennes qui participent au développement de la nation. Le message à passer s'adresse aux différents acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral 2021, notamment l'élection du président de la République du Bénin. Chers acteurs à divers niveaux, partis politiques, gouvernement, société civile, peuple béninois, Wake Up nous invite à la paix. Wake Up nous invite à la paix pour tous. À la paix pour le Bénin. Ce Bénin qui est avant tout votre. Ce Bénin qui est avant tout notre. Ce Bénin qui est à nous tous. Ce Bénin que Dieu, les mânes de nos ancêtres et tous ceux qui nous ont précédés nous ont laissé en héritage. Nous y avons droit et nous avons le devoir de le préserver dans la paix pour nous-mêmes et pour la génération future.
Le parti Union progressiste reçoit de nouveaux adhérents. Le mouvement PAT Couronnement 2021 officialise son appartenance au parti du Baobab. C'était à l'occasion d'un rassemblement à Cotonou. Ghislain Poguet, Rodrigue Blondoumet. Le mouvement PAT Couronnement 2021 adhère au parti politique Union progressiste. Le mouvement PAT Couronnement 2021 vient grossir davantage les rangs de l'Union progressiste, renforçant ainsi l'ancrage du parti dans les arrondissements du littoral. Le mouvement PAT Couronnement 2021 a engagé des discussions avec des personnalités des deux blocs politiques de la mouvance présidentielle. Ces discussions ont abouti à notre choix consensuel d'adhésion au parti Union progressiste le samedi 27 février 2021. Entre autres critères déterminant notre choix se trouve la convergence de nos idéaux avec les valeurs du parti Union progressiste, qui se veut être un parti de transformation sociale orienté vers la justice sociale, la réduction des inégalités et le développement durable. La déclaration reçoit écho favorable. Le Bureau national de coordination a rassemblé les responsables au niveau arrondissement et quartier de ville. Ils s'organisent pour le futur. Les stratégies de mobilisation étaient à l'ordre du jour. Nous nous engageons à travailler inlassablement à consolider les bases du parti, principalement dans nos 3 zones d'ancrage, à savoir la commune de Semekodji, la 15e circonscription de Cotonou, la commune de Dango et dans la vallée de l'Ouémé. C'est aussi l'occasion pour nous de lancer un appel citoyen à tous nos compatriotes en guise d'exhortation à la préservation de la paix sociale, le respect des institutions et du code électoral en vigueur, l'utilisation des voies légales en cas de recours, le respect des gestes barrières compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et la participation massive au prochain scrutin présidentiel. Le choix de l'Union progressiste est ainsi fait. Les regards sont tournés à présent vers l'avenir. Le parti Moël déploie ses structures décentralisées un peu partout au Bénin. L'état-major du parti poursuit son quadrillage à l'intérieur du pays. L'étape de la Liborie avec Osia Sounouvou et Jules Akweko. Kondi, à l'heure de Moël Bénin. Au siège du parti, l'attente fébrile des lieutenants moëliens des 6 communes de la Liborie. Moment attendu, l'ultime rencontre avant la prochaine offensive électorale. Moment précédé des civilités rendues aux 2 rois de la localité. Rituel séculaire respectueux d'une autorité morale dont il ne fait pas bon de négliger les bénédictions. Mais avant la grâce royale à Kondi, le dignitaire adresse une supplique. La tension politique actuelle à l'esprit. La paix, ce n'est pas un mais un comportement. Nous allons faire ce que nous pouvons faire au niveau de la cour royale. Des exhortations de cœur accueillies par un Jacques Ayadji, tout autant pèlerin volontariste de paix que prêcheur de la légalité en cours. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, respecte l'ordre constitutionnel que nous avons créé à la Conférence nationale. Dans une cour royale, il faut se déchausser. Je peux être d'accord comme je peux ne pas être d'accord. Ça, c'est les règles du jeu. Nous vous souhaitons une bonne réussite. Onction royale obtenue, l'état-major Moël Bénin s'en va retrouver ses lieutenants locaux. Dans leur rang, transpire un enthousiasme à l'épreuve de l'attente. Nous avons dans tous les arrondissements de la Liborie un coordonnateur. Ils sont là, prêts pour le combat. Nous sommes vraiment des élites engagées pour le Bénin de demain. Ce terreau d'engagement, Jacques Ayadji prêche ses messages mobilisateurs. S'il n'y a pas de sel dans la sauce, il faut qu'à un moment donné qu'on donne la place à la femme pour voir comment la femme va faire. Et le président Talon a déjà commencé. Il faut que par votre travail, aucun ménage dans la Liborie ne soit dépourvu de militants de Moël Bénin. Ce n'est pas impossible. Il suffit de faire le travail.
Et ce que je vois là me donne l'espoir que les militantes et militants de Mouel Bénin ne s'associent qu'à des œuvres de construction de notre pays. On peut ne pas s'entendre, mais il faut qu'on sauvegarde le drapeau national. Bilan de leur candidat à défendre, attitude pacifique à tenir face à l'adversité, la patrie d'abord. Ainsi se déclinent les éléments de langage qui vont marquer la campagne électorale de l'empreinte Mouel Bénin. Je vous l'annonçais dans les titres, le tribunal de commerce de Cotonou renforce son système numérique. Après le lancement de sa plateforme de sûreté mobilière, le tribunal, sous l'autorité du ministère de la Justice, a lancé sa nouvelle plateforme dédiée aux procédures, un outil mis à la disposition des usagers du tribunal et des acteurs du système judiciaire. Rebecca Kendiaoundé, Rodrigue Blandomé. Tapez www.tribunalcommercecotonou.bj et vous accédez directement à la plateforme. Plus besoin de se déplacer pour se renseigner sur l'avancement d'une procédure en cours, les rôles d'audience et même les décisions rendues par le tribunal de commerce sont disponibles sur le site. On a trois espaces. Le premier espace, c'est là où l'avocat ici peut saisir le tribunal. Ça c'est un avantage également de pouvoir faire ces saisines-là à distance. Le second espace, c'est l'espace collaboratif, où les avocats et les membres du tribunal, en fonction des différentes chambres, ils peuvent ensemble travailler sur un document. Ça, c'est l'espace collaboratif. Maintenant, il faut savoir aussi que le grand public, ils peuvent connaître l'état d'un dossier juste en interrogeant la base de données. S'ils ont la référence de leur dossier, ils viennent sur le site, ils mettent cette référence-là, et en retour, ils ont l'information sur le statut du dossier. Est-ce qu'il a été renvoyé? Est-ce qu'il a été vidé? Est-ce qu'il y a une décision de justice qui est sortie pour ce dossier, etc. Donc le grand public, de façon générale, peut aussi avoir ces informations-là en interrogeant la base. Nous avons travaillé durant des mois sous les yeux du garde des Sceaux. Les résultats de nos travaux ont été présentés au fur et à mesure. Et aujourd'hui, l'autorité a bien voulu constater par lui-même ce qui a été fait et nous donner la bénédiction finale pour aller plus loin. Je pense que ce 8 mars sera pour nous le bon présage pour réussir cette première initiative. Les justiciables peuvent aussi soumettre les actes introductifs d'instance au tribunal de commerce de Cotonou via la plateforme. Possibilité leur est également donnée de payer les frais de procédure depuis leur smartphone, ce qui permet aux usagers de gagner en temps et en économie de ressources financières. Digitaliser les procédures ou numériser les procédures pour permettre une saisine à distance avec la même efficacité et un gain du temps du tribunal permet donc de raccourcir les délais de traitement, mais également nous permet d'éviter ce contact-là qui donne lieu, et je le sais, qui donne lieu à des rançonnements ou à des pratiques de corruption au niveau des juridictions. Nous sommes là donc en train de franchir un pas qui met davantage l'accent sur l'intégrité et la loyauté des fonctionnaires ou attendus des fonctionnaires. www.tribunalcommercecotonou.bj, la plateforme vient également renforcer et améliorer le climat des affaires au Bénin. L'objectif poursuivi par le tribunal de commerce, c'est de régler les litiges en un temps record pour renforcer la fiabilité des procédures et renforcer la confiance des investisseurs. Je crois que c'est un procédé qui nous permet d'aller un peu plus loin sur cette voie tracée par le gouvernement du Bénin. Fini donc les tracasseries administratives. Sur la plateforme, une fois la requête lancée, l'usager reçoit directement et en temps réel l'information sur l'état de son dossier, soit par SMS, soit par consultation gratuite du site web du tribunal de commerce de Cotonou. C'est une formation qui devrait s'étendre à plusieurs autres localités des Agégués. Une formation initiée par l'ONG Autre Vie dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Elle prend en compte des femmes issues de plusieurs groupements. Bressongbo, Guillaume Avieno. À bâton rompu, membre de 6 groupements de femmes de Agbodjedo
un village de la commune des Agégués et directeur de programme à l'ONG Autre Vie. Ce 8 mars, à la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONG est venue former les membres des 10 groupements sur le thème « Violence basée sur le genre et Covid-19, responsabilité des hommes ». Dans la localité, les pesanteurs socio-culturels semblent entretenir chez les hommes des violences de toutes sortes à l'égard de la femme. Ici, c'est la femme qui doit se tracasser pour nourrir l'homme, si elle veut garder son homme. Et les femmes sujettes de beaucoup de violences, même si elle est légère, mais c'est des violences un peu plus psychologiques. Et c'est ça que l'homme aussi utilise aussi pour aller prendre encore une autre femme. Ouais, un peu, il y a ce problème qui se pose un peu à Bodjedo, sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de conscientiser aussi les hommes pour que ce fléau puisse baisser dans la commune. C'est donc pour réduire ces violences à l'égard de la femme dans les Agégués, dans le contexte du Covid-19 qui accroît la vulnérabilité des foyers, que Autre Vie a initié la présente formation. La réponse à la pandémie ne doit pas se limiter uniquement à l'observation des règles barrières, mais doit prochainement développer des approches et des stratégies innovantes pour vraiment faire face à la violence basée sur le genre. Pour les organisateurs de cette formation, en phase avec le projet d'action de riposte contre le Covid-19 et les VBG, les violences basées sur le genre, dans la commune des Agégués, elle devrait préparer et renforcer les capacités de résilience de la communauté. L'amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistique honore les personnes en situation de handicap, un geste qui intervient dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Axel Dancy et Patrick Nimavo pour le compte rendu. Nous, les femmes exerçant nos activités professionnelles au sein des filiales de Bolloré Transport et Logistique au Bénin, saisissons chaque année l'occasion de cette journée dédiée à la femme pour apporter notre soutien à l'amélioration des conditions des filles et des femmes qui n'ont pas pu avoir la même chance que nous. Plus qu'un leitmotiv, c'est un mot d'ordre dans toutes les bouches à l'occasion de ce rendez-vous international, la Journée internationale de la femme. L'amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistique et l'ONG Angeles de la Tierra n'ont pas dérogé à cette tradition. Partager avec des personnes en situation de handicap un 8 mars étincelant. Fauteuils roulants et enveloppes financières leur sont offerts. Vous convenez autant que nous des difficultés rencontrées au quotidien par les femmes ayant des enfants à mobilité réduite dans un contexte de crise sanitaire et économique. Ces équipements, composés de fauteuils roulants, de tricycles et l'assistance financière aux mères ayant en charge plusieurs enfants handicapés et ne disposant d'aucune activité génératrice de revenus, faute de moyens financiers, ne sont certainement qu'une goutte d'eau dans la mer des besoins. Mais cette goutte d'eau apportera certainement et sans doute sourire et soulagement à des femmes mères et un peu plus d'épanouissement à des enfants. Améliorer la mobilité d'un enfant en situation de handicap moteur, c'est faciliter l'accès à beaucoup d'autres besoins, à beaucoup d'autres cercles, l'accès à l'éducation, aux loisirs, à la participation citoyenne. C'est contribuer en un mot à leur épanouissement. Rendez-vous des valeurs qu'incarne la femme, ce geste des femmes du groupe Bolloré et de l'ONG Angeles de la Tierra a fait des heureux. Au nom des bénéficiaires, je remercie sincèrement la Maison Bolloré. Je remercie aussi les Anges de la Terre. Je remercie beaucoup et nos responsables de la RBC et notre président de comité aussi. Je remercie tout le monde présent ici. Et je vous promets que nous allons faire bon usage de tout ce que vous nous avez donné. Parce que nous avons vraiment besoin de tout ça pour notre mobilité. Donc je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Et pour que prochainement vous nous reveniez pour apporter plus de joie dans nos cœurs. Améliorer la mobilité des personnes
dites à mobilité réduite. Des handicapés, c'est leur faciliter certes l'accès à l'éducation, l'accès aux loisirs en ce qui concerne nos enfants. C'est permettre à ces femmes et à ces hommes d'avoir une vie sociale plus épanouissante. Mais c'est également leur permettre d'être des acteurs à part entière de la vie économique de leur quartier, de leur arrondissement, de leur ville et de notre pays. C'est pourquoi, du fond du cœur, j'aimerais applaudir toutes ces personnes qui ont permis ce matin que nous soyons rassemblés. Merci. Cette cérémonie de remise de dons a été l'occasion de louer la bravoure de ces personnes à mobilité réduite qui transcendent leur handicap pour réussir leur vie au lieu de quémander. Les écoles et établissements d'enseignement secondaire de la Donga participent à la lutte contre le coronavirus. Au cours d'une campagne de sensibilisation, les gestes barrières ont été rappelés aux populations. Patrick Ayadi, Evariste Zoman. Voilà qui lance les hostilités de la semaine Covid dans les écoles de la Donga. L'initiative Semaine Covid-19, couplée du jeu concours Stop Coronavirus, sensibilise les acteurs de l'école face au relâchement des gestes barrières. Malgré les efforts consentis par les autorités politico-administratives, les ONG et les partenaires techniques et financiers, la situation ne cesse de s'aggraver de jour en jour. Il est donc impératif d'agir et vite pour éviter le pire. Cette semaine Covid est une opportunité aussi bien pour les usagers de l'école que pour la communauté de la Donga tout entière. Elle permettra non seulement d'apporter la bonne information sur la pandémie, mais aussi et surtout de renforcer le respect des mesures barrières en vue de sécuriser nos chers enfants, nos enseignants, tous les usagers de l'école et la communauté tout entière. Le choix porté sur les écoles et collèges du département de la Donga est un coup d'œil salvateur de l'ONG Sianson. Une initiative enfin salutaire parce qu'elle vise à préserver des vies qui nous sont tous particulièrement chères, à savoir celles de nos enfants. L'école est un lieu de grand rassemblement d'enfants venus de maisons diverses. Plus, ils sont protégés de la Covid-19, moins elle se propagera dans la communauté. Votre équipe sur le terrain a su susciter la prise d'engagement de tous les usagers de nos établissements pour une synergie d'action dans la lutte contre Covid-19. Je voudrais vous assurer, pour cette semaine, la banque d'activités qui a été conçue sera déroulée au niveau de chaque établissement comme cela se doit. C'est parti donc pour une semaine de compétition inter-école afin de dire ensemble la pandémie du coronavirus. Dans le souci de l'épanouissement et du bien-être social et physique de son personnel, le ministre de l'Énergie a pris 2 arrêtés. L'un est relatif à la composition, à l'attribution, à l'organisation et au fonctionnement du programme sectoriel du ministère de l'Énergie pour la lutte contre le VIH-Sida et les épidémies. Hier mardi, le ministre a procédé à l'installation des membres de ce programme. Rebecca Kendiaoundé. Un bureau de 7 membres présidé par Dona Jean-Claude Oussou. Sa mission, assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies au sein du ministère de l'Énergie et des structures sous tutelle. Le ministère de l'Énergie, donc en raison de sa spécificité, dans ses interventions sur le terrain et de la couverture géographique, je dirais, de ses activités sur toute l'étendue du territoire, est exposé à plusieurs risques et il convient de développer les actions appropriées pour éviter que ces risques ne se transforment en dégâts plutôt
ou anticiper ou atténuer les effets que ces risques pourraient engendrer. Votre responsabilité est très grande dans la mise en œuvre donc de ce programme et sa réussite nécessite de votre part un engagement sans réserve. Ce bureau est donc considéré comme le bras armé du ministère de l'Énergie dans la lutte contre les maladies, notamment les épidémies. Pour mettre en place ce programme, le ministère a eu recours à l'expertise du CNLSTP, Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Un conseil présidé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, en personne. Je voudrais vous assurer, monsieur le ministre, de mon engagement personnel et celui de tous les secrétaires exécutifs à accompagner le PSLS du ministère de l'Énergie dans la mise en œuvre de ces activités. Pour que le PLSTP dispose d'un outil de promotion et de sensibilisation, nous travaillons à la finalisation dans un avenir proche de guides de promotion, de prévention de la santé en milieu de travail et précisément pour la prévention des épidémies. Vous savez très bien que pour gérer les épidémies, c'est de savoir les prévenir. Et pour les prévenir, il faut les connaître. C'est un problème beaucoup plus de la population, quel qu'en soit le milieu, communautaire ou en milieu de travail, qu'un problème sanitaire pur des professionnels de santé. La mise en place de ce bureau n'est pas la première pierre que pose le ministère pour bâtir une muraille contre ces maladies. Des actions ont été déjà menées sous le leadership du ministre Donat Jean-Claude Oussou. Le dépistage du VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus avec l'appui du PSI Bénin, des séances de sensibilisation sur les hépatites virales et le dépistage de l'hépatite avec l'appui du programme national de lutte contre les hépatites. Le bureau du programme de lutte contre la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, PNLTP, se réunit en session ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire en cas de besoin. Au nombre de ces charges, l'organisation des séances de dépistage du VIH-Sida, des hépatites et autres maladies pour tout le personnel du ministère. Un dépistage élargi aussi aux familles du personnel. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Ouganda et au Soudan où le personnel soignant reçoit le vaccin anti-Covid-19. Le récit de Génial Afouda Mosiaboka. Bobi Wine, le leader de l'opposition ougandaise, appelle les Ougandais à manifester pacifiquement contre le président Yoweri Museveni. Un appel lancé depuis le siège de son parti, la plateforme d'unité nationale. Je veux vous demander à tous, mesdames et messieurs, chers concitoyens, de vous lever pacifiquement et sans armes. Je le répète, je vous demande de vous lever pacifiquement, sans armes et de manifester contre le régime qui nous a opprimés. Nous exigeons que le général Museveni mette immédiatement fin à l'enlèvement et au kidnapping de nos compagnons qui sont enlevés chaque jour. Bobi Wine était le principal rival du président Museveni lors de l'élection présidentielle du 14 janvier dernier. Dénonçant une mascarade, le député de 39 ans avait saisi la Cour suprême pour contester le résultat avant de retirer son recours, estimant qu'elle n'était pas impartiale. Le Soudan a commencé à vacciner son personnel médical contre le Covid-19. Arrivé à Khartoum le 3 mars, ce premier lot comprend 828 000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca. À en croire l'UNICEF, le Soudan est le premier pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à avoir reçu des doses du sérum acquises via le dispositif COVAX, créé par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis. Aujourd'hui, nous avons commencé la première phase de la campagne nationale de vaccination.
La première phase vise 3% de la population. Nous avons suffisamment de vaccins pour 1,45 million de personnes, c'est-à-dire le personnel de santé travaillant dans tous les centres de santé du Soudan, y compris les hôpitaux, les centres d'isolement, les équipes d'intervention rapide et les laboratoires médicaux, c'est-à-dire tous les établissements de santé du Soudan, en plus de ceux qui ont plus de 45 ans et qui souffrent de maladies chroniques. La phase commencera le 15 mai et 15% de la population sera vaccinée, ce qui inclut les cadres entrant en contact direct avec le public, tels que les employés de banque, les policiers, les employés des transports, les fonctionnaires et les professeurs des écoles et des universités. Toujours via COVAX, Khartoum doit obtenir 3,4 millions de doses d'ici fin septembre. Pays de 43 millions d'habitants, le Soudan a officiellement recensé plus de 28 500 contaminations, dont 1900 décès. Pendant ce temps, en Birmanie, les forces de sécurité ont lancé ce mercredi un raid à Rangoon contre des cheminots grévistes qui participent au vaste mouvement de désobéissance civile contre la junte. Plusieurs centaines de policiers et de soldats se sont déployés autour de l'enceinte où réside le personnel ferroviaire de la gare Marlagoon dans l'est de la capitale économique. Environ 800 employés des chemins de fer dans cette gare sont impliqués dans le mouvement de désobéissance civile. Médecins, enseignants, employés des compagnies d'électricité, cheminots et de nombreux fonctionnaires ont cessé le travail depuis le coup d'État du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Ce mouvement fragilise davantage l'économie birmane, déjà en mauvaise posture. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.